et qui cessera justement le thème du pouvoir de l'imagination ou des mondes de symboles. C'est pour ça qu'on a commencé avec une petite écoute musicale et un poème, tous ces éléments qui viennent justement du fond de l'âme, d'une capacité de création et d'expression, des choses qui font les liens entre les visibles et l'invisible, entre les connus et l'inconnu. Et on dirait également les liens entre l'inconscient et le conscient. J'espère que l'inconscient de notre technologie va quand même devenir un peu conscient avec le temps. Et je vous remercie de votre compréhension. Donc, je vais vous faire une petite introduction synthétique pour voir un peu de quoi il s'agit. Et après, on va développer les sujets à travers un PowerPoint. J'ai choisi volontairement de mettre quelques textes de Jung, quelques images qu'on va commenter ensemble. Et en fait, cette conférence ce soir ouvre un cycle que je vous propose pour l'année. J'ai l'habitude de faire toutes les années un cycle dans le cadre du jeudi philosophique. Ça se passe un jeudi, l'après-midi, 16h30, 18h30. Et donc, on vous a donné un petit programme dans le document que vous avez sous la main. Et après, je reste à disposition pour expliquer un petit peu l'esprit de ce cycle et toutes questions que vous aurez sur cela. Alors, de quoi veut nous parler Jung et quel était l'essence essentielle de son œuvre? Vous savez tous peut-être que Carl Gustav Jung était un psychiatre suisse qui a vécu entre 1875 et 1961. Donc, en fait, il était entre la fin du 19e et la bonne longue moitié du 20e, ce qui lui a permis de partager dans ce monde occidental, européen, plusieurs événements importants. D'abord, la découverte à la fin du 19e siècle, justement de cet univers invisible, qu'on a découvert à travers les rayons, l'électricité, plein de choses qui pour aujourd'hui sont normales, mais qu'à l'époque l'étaient beaucoup moins. Et aussi un point extrêmement important, la notion de l'inconscient. Donc tout d'un coup, on a constaté que cet être humain, si sûr de lui-même, etc., si entre guillemets rationnel déjà au XIXe siècle, avait une face un peu cachée. Celui qui va d'abord faire des investigations très importantes sur le thème de l'inconscient serait Freud. Et pendant un temps, Jung va travailler avec Freud, mais leurs chemins vont diverger, parce que Jung va ajouter une dimension, je dirais, plus spirituelle et plus profonde à cette notion et dimension de l'inconscient. Mais il est vrai que Freud va jouer un rôle très important dans cette fin, disons, du 19e, dans une société qui était beaucoup dans l'apparence et qui cachait beaucoup de choses sous les tapis. Donc il a un peu fait les grands ramoneurs pour faire émerger des choses qui n'étaient pas toujours jolies à voir. Mais effectivement, disons que j'ajouterais que pour Jung, il y avait une vision plus spiritualiste et qui avait dévoré en quelque sorte toute la vision ésotérique un peu de l'Occident et en partie d'Orient. Il y avait une dimension alchimique à aller chercher dans ces tréfonds de noirceur, d'obscurité, d'ignorance, de petitesse, de bêtises humaines, bref, ce qu'il va appeler les ombres, qui en fait vont donner la porte d'accès à cette dimension intérieure de l'être humain qui recèle des trésors extraordinaires. Et cela va rejoindre un peu l'idée de la quête du héros, puisque l'héros doit se battre contre des dragons et des démons, mais souvent ces démons sont aussi intérieurs, pour à un moment donné arriver à trouver ces trésors extraordinaires, les joyaux, quelque chose qui va évoquer la lumière intime et profonde que l'être humain porte en lui. Cette perle rare, ces diamants, cet or en quelque sorte alchimique, Jung va l'appeler le soi. Je reviendrai là-dessus, le soi dans le sens du centre intime et profond de l'être humain. Mais le pauvre soi est caché tellement dans les profondeurs que nous avons du mal à avoir contact avec lui parce qu'il est remplacé par quelqu'un qui prend toute la place. Et celui qui prend toute la place, il dit c'est moi, c'est le moi. C'est
moi, etc. Je suis là, j'existe, je suis le centre du monde. Chacun de nous porte un petit moi qui se prend pour le centre du monde. C'est comme ça. Certains sont des centres du monde un peu pessimistes et dramatiques, je vaux rien. D'autres, ce sont des centres du monde éclatants et arrogants, je vaux tout. Et puis au milieu de tout ça, il y a des gens qui se cherchent à travers ces méandres du moi, qui peut-être devaient céder un petit peu la place à quelque chose d'autre, qui est aussi dans l'être humain. Et c'est cela qui a en quelque sorte été les soucis, la préoccupation et les réflexions de Jung tout au long de sa vie. Comment peut-on s'effrayer un chemin pour passer de cette domination du moi, petit moi un peu égotique, égoïste, vers l'éveil du soi, c'est-à-dire cet être intérieur, cette dimension profonde de l'être, qui en réalité est sa réalité transcendante. Et que chacun porte en soi. Nous portons tous le soi en nous. Simplement, allô, le soi, la connexion ne marche pas toujours très bien. Il n'y a pas qu'Internet que quand on a des petits problèmes de connexion, avec notre propre intériorité, les choses ne sont pas si évidentes. Surtout parce que justement, les portes d'accès à ces profondeurs de l'être commencent en ouvrant une porte sur quelque chose de noir, de sombre, gardé par des monstres qui sortent leurs griffes et leurs dents acérées. Et donc, ça nous fait un peu peur. Et comme ça nous fait peur, on recule et on reste dans le connu confortable. Cette espèce de confort fait de nous les petits singes. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais pas là. Et on voit passer plein de choses qui vont pas dans notre vie, dans la vie des autres, dans le monde. Et on se dit, non, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais pas là. Vous connaissez les petits singes? Bon. Eh bien, il fait partie de nous, ce petit singe. Donc, on a une problématique qui va quand même préoccuper beaucoup. Notre psychiatre, pour moi aussi philosophe, et quelque part un petit peu alchimiste. Parce que depuis ce point d'observation relativement calme, entre guillemets, qui était la Suisse, plein de montagnes, un pays un peu neutre dans les différentes guerres, il observe cet homme occidental, duquel il dira qu'il vit une terrible névrose, justement par cette dissociation entre son conscient et son inconscient. Et aussi la grande domination de cet ego, disons, donc la part rationnelle en nous, a dévoré complètement tout ce qui était de l'ordre du rêve, de l'imagination, de l'intériorité. Et néanmoins, cela a besoin de s'exprimer. Parfois, ça s'exprime tellement fort qu'il y aura des artistes ou des philosophes qui deviendront un peu fous. Là, c'est l'inconscient qui déborde, et les pauvres conscients ne savent plus quoi faire. Mais nous, on est plutôt habitués à un conscient qui étouffe cet inconscient et qui empêche que nous exprimions vraiment les profondeurs de notre être. Et il avait fait des observations très pertinentes sur cette problématique actuelle, insistant beaucoup sur le fait de constater que comme nous avions chassé de notre conscient, de notre vie, toute dimension de ce qu'il appelle les lumineux, le sacré, l'invisible, on s'était coupé de nous-mêmes. Et cela peut provoquer en nous une extrême souffrance. Et cette souffrance va se traduire parfois dans des comportements injustes, violents, enfin, il y a différentes manières d'exprimer la souffrance. Mais ce qui est certain, c'est qu'il constatait un immense désarroi dans cet homme occidental. Quand il parle d'homme, il parle de l'espèce humaine. Homo, homme et femme. Alors, quoi faire? Est-ce qu'on reste comme ça? On dit il n'y a rien à faire? C'est une espèce de passivité, résignation, un carpe diem, on profite de l'instant parce que de toute manière, il n'y a rien à faire. Ou, comme il peut nous arriver, en tant qu'humain, se sentir inconfortable dans cette situation, puisqu'on sent bien qu'il nous manque une part de nous-mêmes. On est incomplet. Et cette incomplétude, cette manque, ce vide, parfois va devenir tellement fort qu'il va s'exprimer en essayant de nous inviter à oser nous transformer et devenir autre. Devenir un autre qui est en fait nous-mêmes.
C'est pas devenir un autre, c'est dans le sens de s'ajouter des masques. Pour les masques, on est déjà bon. C'est pour l'acteur qu'on n'est pas si bon. Enfin, je veux dire, le véritable. Et c'est là où il va nous aider un petit peu en nous donnant une sorte de géographie de l'âme qu'il va beaucoup observer et qui va décrire un tout petit peu comme ça. La part la plus extérieure de nous-mêmes, il l'appelle la persona. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Schtroumpfette, je fais telle chose dans la vie. Mais c'est le monde des apparences, c'est l'image que nous projetons à l'extérieur de nous-mêmes. En prenant le mot latin persona, qui voulait dire le masque, ce qui résonne dans le théâtre. Donc effectivement, chacun de nous joue un personnage, je dirais même beaucoup de personnages. Parce que notre masque est très changeant. On n'a pas les mêmes masques selon à qui on s'adresse. Mais c'est toujours un masque. Et en même temps, cette part extérieure de nous-mêmes, qui est gouvernée par cet ego personnel, comme j'expliquais, qui est le cœur de notre conscient, a besoin pour se rassurer du regard de l'autre. Parce que une chose que l'on constate, c'est que nous sommes dans une sorte d'interdépendance profonde les uns par rapport aux autres. Et dans notre société du selfie, vous comprenez, tous les Instagram et autres bidules, l'obsession pour ce jeu de l'image, c'est qu'on envoie, c'est qu'on nous renvoie, la photo permanente, la pose permanente, enfin bref, le fait que chacun soit devenu acteur apparent de son existence, ne fait que témoigner que ce que Jung voyait à l'époque où il n'y avait pas Internet, vous comprenez, et tous ces appareils sophistiqués qui nous ont encore emprisonnés davantage dans l'image, était déjà tout à fait juste. Cette persona est importante puisqu'elle constitue un petit peu ce qui nous permet de nous intégrer dans la société. C'est pas mal. Mais la question, c'est quand on devient prisonnier de cette personne. Et on l'est parce que, justement, on est gouverné par ce moi. Alors, je vous montrerai tout à l'heure une image. Donc, on va voir en fait une sorte d'anneau circulaire. L'extérieur, imaginez, c'est cette persona, cette image. Cet anneau circulaire représente toutes les fonctions psychologiques, comment on fonctionne, et le moi qui est là, dans cet anneau. Pour aller au centre de mon cercle, il faut justement traverser un petit anneau plus fin, qui va être l'inconscient d'abord personnel, et amener à aller après ce qu'il va appeler l'inconscient collectif. Bon, ça mérite longue explication, mais je vais la résumer très brièvement. L'inconscient collectif, c'est ce qui va relier chaque individu à toute l'expérience vécue par l'humanité dans son ensemble. Nous avons une sorte d'antenne intérieure qui nous relie à ce qu'il appellera la sagesse de toute l'humanité, jusqu'aux êtres les plus archaïques. Disons que comme on a un ADN physique qui nous relie un petit peu à l'espèce humaine, imaginons qu'on a un ADN psychologique qui nous relie à toute l'aventure humaine. Et il est vrai que nous sommes toujours à la recherche de tout ce qui va nous relier en profondeur aux autres. C'est comme ça qu'on fait de l'archéologie, de l'histoire, et qu'on est passionné par toutes les bêtes préhistoriques qu'on découvre, et maintenant si on veut aller conquérir les cosmos. En fait, on se sent relié aux choses, même si on ne sait pas très bien comment ni pourquoi. Au plus profond de cette partie, disons, plus intérieure de nous-mêmes et moins connue, se trouve le célèbre soi. Le soi, ou self, on va s'inspirer de la notion de Atma. Atma ou Atman symbolise la monade spirituelle, la racine de ce qu'il y a de plus profond et plus subtil dans l'être. Et dans l'univers aussi, parce que pour les anciens, l'homme comme microcosme était en relation avec le macrocosme univers, qui lui-même avait aussi une essence spirituelle. Alors, parler d'esprit aujourd'hui, on se demande si c'est un jus à boire, non? Non, c'est quelque chose de plus subtil. Et alors, il explique une chose extraordinaire. Le soi, il dit, est le centre, la périphérie et la totalité de la vie psychique de l'être. Donc, en fait, le centre est un tout petit peu le but du voyage et les commencements du voyage. Donc, c'est du soi qui émane tout. La persona, les moi, l'ombre, les archétypes masculins, féminins, animalius, tout ce que nous portons dans notre psyché. Et lui, c'est un petit peu comme notre guide intérieur, comme une sorte de maître intérieur, dont l'objectif est de nous amener à nous découvrir nous-mêmes. Les célèbres « connais-toi toi-même et tu connaîtras »
l'univers et les dieux qui figuraient dans les temples de Delphes, la figure de Socrate, la figure de tous les sages de tous les temps, ou les maîtres de sagesse, ou la figure même du Christ, etc. Pour lui, sont des figures et des êtres qui vont symboliser pour l'être humain cette image du soi. Et lui-même dialoguait avec sa propre image du soi. Il avait appelé Philémon. Donc il avait son, entre guillemets, son maître intérieur. Il va dessiner dans les livres rouges. Je vous les présenterai tout à l'heure si vous êtes sages. Bon. Donc, comment faire? Comment on va faire cette soi pour nous aider à nous redécouvrir nous-mêmes et à devenir nous-mêmes? Il va nous expliquer que tout ça se passe à travers un processus qu'il appelle les processus d'individuation. Processus d'individuation. La notion d'individu, que l'on retrouve chez Platon également, veut dire ce qui est non divisé. Donc l'individu représente cet être qui est redevenu un. Et s'il est redevenu un, ça veut dire qu'il a rassemblé toutes les parts de lui-même pour refaire cette unité vitale, profonde et lumineuse. Et cet individu, comme Jung l'a dit, et je mettrai aussi dans les diaporamas, n'est pas séparé des autres. Dit l'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut. Parce qu'une fois qu'on s'est connecté avec ce centre de soi-même, on s'est connecté avec les centres de l'univers. Ça isole pas, ça ouvre. C'est pas bon comme projet? Donc en fait, c'est le chemin vers la sagesse. Mais ça, en 2 secondes, on le dit. Individuation. Super. On se met tous avec notre imagination à rêver. Waouh, génial. J'entends la conférence, je sors et je suis à l'individuation. Mais non, chers amis, c'est pas tout à fait comme ça serait facile. Si c'était comme ça, nous serions tous déjà illuminés et sages, et la planète se porterait mieux qu'elle se porte, n'est-ce pas? Donc il doit y avoir un truc. Et le truc, c'est qu'effectivement, à part notre intellect qui va rapidement vers les idées, on traîne une psyché, une âme, des sentiments, un cœur, vous comprenez, des instincts, des pulsions, plein de choses qui sont plus lourdes à bouger que la pensée. La pensée, je dirais, va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais ce corps, pour les lever, les coucher, les laver, vous comprenez, l'assagir, il est lourd, hein. Donc nous portons une lourdeur à nous qui fait que les choses sont pas aussi faciles. Mais on doit composer avec ça. Et ça sera toute l'aventure, en fait, de l'évolution de la psyché humaine. Qui doit commencer par faire un certain travail d'introspection pour apprendre à connaître de quoi elle est composée. Déjà le conscient et l'inconscient. Comment justement on peut se frayer un chemin pour intégrer la part de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. C'est pour ça que toute connaissance de soi commence un peu comme la face noire de l'alchimie, la Nigredo, par observer les côtés de ce qui va pas. Ça sera en quelque sorte les côtés plombs, les côtés obscurs de nous-mêmes. En fait, c'est d'assumer notre ignorance, notre bêtise, nos défauts. L'ego ne veut pas avoir de défauts. Vous comprenez? Pour l'ego, c'est les autres qui sont pleins de défauts et pas nous. Et les défauts qui nous déplaisent le plus, c'est justement les ombres que nous projetons de nous-mêmes. Ce qu'on n'aime pas à nous, on dit c'est la faute aux autres, non? Bon, celui qui ne pense pas comme ça, lève la main, non. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de notre mécanisme de défense de l'ego. Mais c'est un peu bête parce que c'est à cause de ça qu'on va pas plus loin. Puisqu'il faut justement, comme faisait très bien Socrate dans ses dialogues philosophiques, assumer notre laideur, notre petitesse, notre ignorance, dire « Ah, c'est vrai, ça, je sais pas ». Et quand on commence à dire ça, c'est formidable. Parce que les grands monstres de l'ombre intérieure disent « T'as dit ce qui est juste, je te laisse passer ». Donc, ils nous ouvrent des portes qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, la première étape, c'est intégrer les conscients et l'ombre. Ensuite, on va aller dans les profondeurs de cet inconscient collectif, ces ressources d'archétypes, de modèles de fonctionnement. Et on va trouver quelque chose de très amusant, qui est ce que Jung appelle l'anima et l'animus. Vous avez certainement entendu parler, et j'ai fait un petit livre sur ce sujet, sur les dieux intérieurs, sur les archétypes. Donc,
Oui, il dit, l'homme porte en lui dans son inconscient le reflet d'une figure féminine, de la féminité. C'est l'anima. La femme porte en elle la figure du masculin. C'est l'animus. C'est pour ça qu'on est attiré par l'autre. Dans les temps classiques, on est attiré par des garçons et des filles. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais pour Jung, ça pose aucun problème. Parce que le fond de la question, c'est que chacun cherche sa complémentarité opposée. Vous comprenez? Ces complémentaires opposés représentent l'autre partie de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on est en train de marier quand on associe les conscients et l'inconscient, les masculins et les féminins? On est en train de marier les logos et l'éros, la pensée et les sentiments. Bien sûr, traditionnellement, les côtés raison, pensée est plutôt masculin, actif, extérieur, et les côtés sentiment, affectivité, lien est plutôt féminin. D'une certaine manière, c'est le conscient qui évoque plus les logos, et l'inconscient est plus lié avec cet univers du sentiment, dans une première phase. Bon, il y a là tout un travail à faire pour continuer à intégrer ces masculins et féminins jusqu'à arriver au soi. Et après, on arrive à cette célèbre individuation, au recentrage de l'être. Voilà c'est à quoi il nous invite. Mais il dit pour ça, il faut pouvoir laisser venir de nouveau, exprimer toute cette richesse de l'être intérieur. C'est en ça qu'il se distingue de la pensée de Freud, parce que pour lui, cet intérieur n'est pas seulement les ça sexuels, etc. Bon, l'envie de tuer sa mère, son père et tous les autres. Non, c'est quand même une capacité de création, une capacité de sensibilité, une capacité d'exprimer tout ce que l'on sent dans la relation avec les autres. C'est pour ça l'idée d'Eros. Et sentir qu'on peut s'unir. C'est la force d'union. Donc il faut réactiver tous ces éléments, sachant qu'on va tomber, se relever, enfin, ce processus est un vaste travail. Il peut prendre beaucoup de temps. Mais au moins, ça sera intéressant de commencer à les mettre en place. L'objet, en quelque sorte, de notre école de philosophie pratique dont on vous a parlé, qui a été fondée en 57 en Argentine, et nous l'avons fondée avec Fernand Schwartz en 73 en France, et c'est un peu partout dans le monde, c'est de créer des sortes de petites écoles d'individuation. C'est-à-dire, je dirais dans un autre mot, d'humanisation. Parce que notre problème, c'est devenir humain. Il nous manque un peu pour devenir humain. C'est-à-dire des humains accomplis, capables de se sentir heureux d'être et de porter le meilleur d'eux-mêmes à eux-mêmes et aux autres. C'est-à-dire, nous devons nous former à l'humanité. À l'école, on apprend plein de choses, mais pas à devenir humain. C'est un petit détail qui nous manque. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui sont liés, comme dirait Platon, à l'éducation. Donc voilà, je vous ai présenté une sorte de prolégomène. Et maintenant, on va aller visiter Jung. Ah, c'est passé tout seul? Je me suis touché sa odeur. Donc alors, comme j'ai mis là, donc en fait, il part d'un constat. Peut-être je ne vais pas lire tout, je vais résumer un petit peu. Le constat, c'est justement que dans nos cultures, on a fait en fait disparaître, il dira là, la dimension symbolique. Le XXe siècle, il parle de notre siècle, donc pour lui c'était le XXe, nous a permis de mesurer ce qui arrive lorsque s'ouvrent les portes de ce monde souterrain. Il dit la chose suivante. On s'est séparé de la religion, de la superstition, de tout ça. On s'est dit voilà, avec la raison, n'est-ce pas, on va développer le progrès, la science nous amènera à faire un maximum de choses, on est super, ouais, on est maître du monde. Mais en même temps, on réprimait cette intériorité, cette spiritualité. On a développé, on a laissé émerger au XXe siècle une bête terrifiante. Donc il se réfère en même temps au nazisme, au communisme, au grand totalitarisme du XXe siècle, dans lequel, au nom de la raison, on a fait les choses les plus terrifiantes et irrationnelles que l'on puisse penser. Donc il dit voilà, ça c'est un premier exemple de cette dissociation. Vous voyez, je vous donne une introduction à la question. Alors il dit, curieusement, quand on monte trop une chose et on descend trop l'autre, on finit quand même par faire émerger, mais d'une manière brutale, ces mondes des ombres. Donc on est au prolégomène de l'inconscient. On va pas sortir les belles œuvres créatrices et spirituelles. On va sortir la haine,
l'envie, la jalousie, la colère, la violence, la destruction. Donc, c'est nous-mêmes qui étions un peu fautifs dans notre aventure. Pour ça, il dit, ces traditions morales et spirituelles se sont désintégrées et ils payent l'effondrement d'un désarroi et d'une dissociation qui sévissent dans le monde entier. Il se réfère à l'époque qui lui. Mais aujourd'hui, ça va pas beaucoup mieux. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va expliquer? Il dit, nous avons dépouillé toutes les choses de leur mystère et de leur luminosité. Plus rien n'est sacré à nos yeux. On a enlevé l'essence du sacré. Le lumineux, lumen, c'est l'esprit, c'est la subtilité, c'est l'âme du monde, c'est l'âme des choses. Donc, on n'a plus cet esprit de correspondance, les poèmes qu'on a entendus, dans lesquels on essaie de sentir la vibration de toutes les choses. On a plastifié le monde, en quelque sorte. À tel point qu'on est en train de massacrer les océans. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, le monde s'est déshumanisé. L'homme se sent isolé dans le cosmos, car il n'est plus engagé dans la nature. Il a perdu sa participation affective inconsciente avec ces phénomènes. Et les phénomènes naturels ont perdu lentement leurs implications symboliques. Les contacts avec la nature a été rompu, et avec lui a disparu l'énergie affective profonde qu'engendraient ces relations symboliques. Les pierres, les plantes, les animaux ne parlent plus à l'homme. Et l'homme ne s'adresse plus à eux en croyant qu'ils peuvent l'entendre. Son contact avec la nature a été rompu, et avec lui a disparu l'énergie affective profonde qu'engendraient ces relations symboliques. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons fait un hors-série sur les thèmes de la nature, la sagesse de la nature. On a développé ce qu'on appelle une vision prométhéenne. Nous, les humains, on est les meilleurs, Dieu a créé le monde pour nous, on va considérer la nature comme un tas de ressources. Nature ressource, nature objet. Et la nature être n'est plus là. Parce que pour contacter la nature être, il faut être dans l'attitude orphique. Dans la vision orphique, on est un avec l'oiseau, les serpents, les arbres, toute la nature. Je dirais c'est un peu la vision chamanique, on dirait, pour donner notre correspondance. Donc en fait, on a dépouillé tout ça. Qu'est-ce que est devenu l'univers? Des tas de cailloux qui se baladent, on ne sait pas pourquoi, d'accord? Et nous aussi, on est des tas d'os qui vont mourir dans quelques temps. C'est sympathique, mais c'est pas suffisant. Les anciens, il faut que vous compreniez à quel point, et c'est ça le pouvoir de l'imagination du symbole, ils étaient en résonance avec tout ça. Donc derrière l'arbre, ils voyaient l'arbre du monde, l'axe de vie, ce qui unit les ciels et les mondes sous terre, ce qui fait circuler la vie dans toutes les choses. L'oiseau est toujours l'expression du ciel. Donc l'oiseau va nous amener une pensée céleste. Le serpent, lui, il rampe dans les profondeurs. Il nous amène toute l'énergie vitale du monctonien, pas souterrain. Et ainsi de suite. Toutes les grandes civilisations, et les moyennes et les petites, ont toujours symbolisé. Parce qu'un symbole permet de connecter les visibles avec l'invisible. Le symbole a toujours une forme, un contenant matériel, et un contenu qui transcende les matériels. Et pour chacun de nous, il y a des choses et des objets, même à une échelle petite, qui, malgré tout, nous sacralisons. Parce qu'ils sont chargés d'une puissance symbolique. L'anneau de la grand-mère, vous comprenez, la vieille chose qu'on garde dans un coin, parce que tout ça. Donc, on continue à avoir besoin du sacré et de symboliser, mais on les fait comme on peut. Donc, c'est là où il insiste sur ça, hein, c'est cette raison. Les mythes du progrès au 19e siècle, disons, à son comble, le 20e, je ne dis pas. Le 20e, on commence à se rendre compte que ça marche pas aussi bien. Le 21e, on pleure tout ce qu'on a détruit. Donc, nous sommes les fossoyeurs de ce monde. Alors, mais en fait, il dit notre intellect a créé un monde nouveau fondé sur la domination de la nature et le peuple des machines monstrueuses. Son génie montre une tendance inquiétante à inventer des choses de plus en plus dangereuses qui constituent des instruments toujours plus efficaces de suicide collectif. Vous voyez qu'il était clair, hein, dans sa vision des choses. Malgré l'orgueilleuse prétention que nous avons de dominer la nature, nous sommes encore ses victimes, parce que nous n'avons pas encore appris à nous dominer nous-mêmes. C'est par la maîtrise de soi, donc c'est fait d'aller vers cette intériorité et voir la réalité dans sa complexité, sa richesse, sa diversité,
que l'on peut arriver à dialoguer avec la nature. Il ne s'agit pas de la dominer dans le sens barbare de la question. Bon, pour ça, il dit qu'il n'y a plus de dieux. On sent plus cet univers animé par les choses. Où sont les dieux des rivières, les dieux des montagnes, toutes ces forces de la nature. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous voyez, n'est-ce pas, la tempête d'hier soir, les inondations, les cyclones, on n'a pas parfois l'impression qu'il y a une main de géant qui vient de passer, boum, il a balayé comme ça, les maisons qui se déchirent, les routes qui se défont. Si nous étions entre guillemets primitifs, on verrait là vraiment les mains de terribles génies déchaînés. Et peut-être qu'un peu de ça. Parce qu'on a tellement fait de mal à la nature que peut-être, discrètement, elle se secoue un peu comme ça. Et ça tombe comme des mouches, les humains. Bon. En tout cas, notre vie présente est dominée par la déesse raison, qui est notre illusion la plus grande et la plus tragique. On aime bien Athéna, mais il faut quand même aussi Aphrodite. C'est grâce à elle que nous avons vaincu la nature. Ouais, voilà, on est les meilleurs. Mais en fait, nous sommes accablés par les phénomènes naturels de la surpopulation et incapables de réagir. Comment peut-on parler de victoire sur la nature? Bon, il parle d'un problème qu'il voit à son époque. Aujourd'hui, on va parler réchauffement climatique et deux ou trois petites catastrophes qui se sont multipliées. Donc, vous voyez, il était assez prémonitoire dans ce qu'il expliquait. Parce que je crois qu'en un siècle, on va pas beaucoup mieux. Alors, une fois que je vous présente ces panoramas tout noirs et horribilis dans les plans collectifs et individuels, je ne veux pas vous laisser là. Parce que Jung et moi, nous sommes très optimistes. Et l'Acropole aussi. Donc, on a une petite confiance dans cette petite lueur qui dort chacun, au fond de chacun. Mais il faut quand même aller la chercher. Vous comprenez? Il faut devenir actif et pas passif. Personne va venir nous sauver. Il va falloir qu'on se bouge un tout petit peu. Donc, en fait, il explique justement que quand on découvre cet inconscient, pour pouvoir travailler avec lui, comme je vous expliquais dans le processus d'individuation, il faut faire un examen honnête de soi-même et une réorganisation de sa vie. Il faut se voir autrement. Il faut beaucoup de courage pour prendre l'inconscient au sérieux et affronter les problèmes qu'il pose. Donc, le mot est lâché, il faut du courage. C'est pour ça que la voie de la réalisation de soi est une voie héroïque, parce qu'il faut se dépasser un petit peu de soi-même. La plupart des gens sont trop indolents pour réfléchir profondément, même aux aspects moraux de leur comportement inconscient. Ils sont à coup sûr trop paresseux pour s'inquiéter de l'influence qu'a sur eux l'inconscient. Donc, traduisons ça dans l'essence, effectivement, qu'on a un mélange d'indolence et de paresse qui nous empêche d'avoir le courage de faire les premiers pas. Parce qu'effectivement, ces premiers pas ne seront pas agréables, ils sont un peu inconfortables, vous voyez, désagréables. On va commencer à nous dire la vérité. Et la vérité est bonne pour les autres, hein, mais quand il s'agit de la nôtre, on dit non, j'étais pas là, c'était pas mon problème, enfin, c'est de moi que vous parlez, non, c'est pas possible, hein, c'est de l'autre que vous parlez. Pour ça, on cherche toujours des boucs émissaires, on cherche toujours à qui on peut écraser pour ne pas s'écraser soi-même. C'est une forme de lâcheté, de couardise. Donc, il dit, il faut écouter les messages de l'âme. Regardez cet ange adorable qui vous invite à écouter les messages de l'âme. Les vérités de l'âme sont des vérités absolues. On ne peut pas les prouver. Qui s'oppose au jugement de son âme se voit privé de ses racines et de ses repères. Son incapacité à saisir l'essence de son existence le plonge dans un désarroi névrotique. Névrotique parce qu'il est dissocié. Ne pas écouter les messages de l'intériorité fait que l'on n'est pas en accord avec soi-même. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui va passer comme, vous voyez, un instrument désaccordé, je sais pas si on dit vrai. Ça sonne faux. La note intérieure que nous jouons n'est pas juste. On est donc dans l'artificiel, l'apparence. Vous voyez, des tas de gens dont on dit, ben, ils sont à côté de leur pompe. Mais en fait, on est à côté de soi-même. On n'est pas à l'intérieur d'eux. Du désarroi découle l'absurdité. De l'absurdité de la vie engendre une souffrance psychique dans notre époque n'a pas encore saisi toute l'ampleur et toute la portée. Oui, ce qu'il faut entendre, vous voyez, derrière les cris de triomphe, waouh, on est les meilleurs, on est super, c'est une immense souffrance. Et une terrible souffrance. Même ceux qui écrasent les autres et qui font comme si rien ne s'est passé, il y a de la souffrance. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, c'est là où il va insister sur cette idée de l'individuation. On peut pas attendre que les autres viennent nous sauver. La vision christique du Christ qui va libérer
tous les êtres avec son gentil sacrifice, c'était bien peut-être pour l'ère des poissons. Mais comme il dit, on rentre dans l'ère du Verseau. Donc maintenant, à nous de faire le boulot. Donc, il faut s'y mettre. Ces changements, il dit, c'est l'individu isolé qui en aura l'intuition et les réalisera. Ces changements ne peuvent germer que dans l'individu. Personne ne peut se permettre d'attendre en regardant autour de soi que quelqu'un vienne accomplir ce qu'il ne veut pas faire. C'est fini le temps. Alors, si l'autre le fait, je l'ai fait. Non, il va falloir que tu sois le premier. Peut-être vaudrait-il la peine que chacun s'interroge en se demandant si son inconscient ne serait pas quelque chose qui pourrait nous être utile à tous. Il veut dire, on est arrivé aux limites de cette conscience, aux limites de cette raison, aux limites de cette apparence. Donc, il faut aller chercher en profondeur. Et alors, en profondeur, ce principe spirituel, cette racine de l'être, vous m'appelez Dieu comme vous voulez l'appeler, là, elle peut s'exprimer. Il faut aller à l'écoute du soi. Des réponses subtiles et profondes qui nous attendent. Et il y a une petite anecdote qu'il raconte, il dit, comme dit l'histoire d'un rabbin auquel on posait la question sur pourquoi Dieu n'apparaît plus si fréquemment aux hommes que par le passé, aujourd'hui, il n'y a personne qui soit capable de se courber assez bas. Cherchez la blague. Bon. Ça, je vais passer vite, mais c'est ce que je vous expliquais. L'extérieur va donner un peu l'image de soi, la persona. Il y a toutes les fonctions du conscient, les éléments un petit peu de l'inconscient personnel. Et après, donc, les cœurs de l'inconscient collectif. Et là, il y a les petits dés. Au plus profond du dé, vous avez le soi. Mais le moi est à peu près par là. Vous voyez, au niveau du 4, il y a 5, au niveau du 5, voilà. Le moi, la volonté, le 5. Donc, il est là et il dit, je suis là. Le moi dit, je suis là. C'est, it's no good, le moi. Il veut être vizir à la place du vizir. Mais il faut lui dire, non, mon vieux, reste à ta place. Il est utile, le moi, hein. Si vous perdez le moi et toute une capacité de pensée, de raisonnement et tout ça, on devient fou. Donc, c'est pas intéressant non plus. Il s'agit pas de l'écraser. Il s'agit de lui dire quelle est sa juste place. Vous comprenez, hein? Sinon, vous allez faire des excès. Alors ça, c'est une belle phrase. L'inconscient collectif, c'est l'homme vieux comme le monde, qui au nom de son expérience éternelle, délègue une image qui fait communier avec les fonds communs de toute situation individuelle. En fait, bon, moi j'adore, mais peut-être c'est un peu compliqué, alors je vais l'expliquer un petit peu. Chacun de nous vit à l'intérieur de soi, enfin vit des expériences qui, dans leur particularité, en fait, se relient à quelque chose d'universel. C'est pour ça que les mythes et les histoires fonctionnent. On a besoin des contes. On a besoin qu'on nous raconte des héros, des princes, des princesses, vous voyez, des grenouilles qui se transforment en princesses, des crapauds qui se transforment en princes. Plein de choses qui, en réalité, vont nous parler de ce que l'on vit à l'intérieur de nous et qui nous relient à cette racine universelle. Dans cette idée des archétypes, toutes les fonctions psychologiques, les fonctions dans la vie, la fonction père, la fonction mère, tout cela existe. Il y a des modèles ancestraux. Donc, si on se relie à ces modèles, tout d'un coup, notre vie n'est pas aussi insignifiante. Et on peut devenir, comme on dit, héros au quotidien. C'est pas mal. Alors, je vais l'expliquer, les soi est à la fois centre, totalité, finalité de la vie psychique. Oui. Donc, il faut l'imaginer comme cette figure. Oui. Centre, totalité, et finalité parce qu'il donne la directionnalité. Il faut aller vers quelque part. Si on n'a pas un but dans l'existence, mauvais signe. D'accord. Donc, il faut donner une finalité. Ce qui était très bien symbolisé dans les langages astrologiques symboliques par les centaures, les sagittaires. Avec les centaures, c'est le tronc humain et le corps d'un cheval. Ça évoque l'humain qui maîtrise l'instinct, l'animalité. Et il porte une flèche qu'il tire en avant tout en regardant en arrière. Donc en fait, il unit les passés et les futurs. Et la flèche part à 45 degrés dans l'espace. Et la constellation du Sagittaire regarde vers les centres de la galaxie. Alors, au moins d'arriver au centre de la galaxie, rien de moins, d'accord, comme finalité. C'est pas mal, hein? Alors, je vous signale que ce joli dessin que vous voyez là est dessiné par Jung. Il est dans son célèbre livre rouge où il a écrit un certain nombre de visions et des choses incroyables qu'il avait. Parce qu'il aimait bien, en plus de tout, dessiner. Donc, on a un petit peu les trois mondes, vous voyez? La dimension du soi,
Là, on a un petit peu l'homme, l'être intermédiaire qui essaie de capter l'énergie de ces plans célestes. Et là, on a les mondes de la matière, les mondes observables, avec ces guerres, toutes ces choses. C'est clair pour le soin. C'est un bon ami. Alors, effectivement, il faut pouvoir relier ces deux mondes. Là, il a insisté énormément. Il faut passer de la logique du ou, raison ou sentiment, à la logique du et. Il faut quand même communier ces opposés. Et ça, c'était assez clair dans la pensée traditionnelle à travers la figure d'Hermès, le dieu de la sagesse, qui avait un attribut que celui-là. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est quoi ça? Oui, très bien. Dans les cas du C, vous avez deux serpents qui s'enroulent autour d'un bâton, et en haut, il y a une sorte des ailes, une sorte de bâton fleuri. Donc, en fait, symboliquement, Hermès se balade avec un bâton, il voit deux serpents qui sont en train de se battre. Il tape doucement sur la tête de chaque serpent, et on dit que les deux serpents s'enroulent gentiment autour de cet axe. Ça symbolise justement les forces contraires, toutes les contradictions de l'existence, les blancs et les noirs, les jours et la nuit, tous les contraires, qui doivent s'articuler dans une voie synthétique qui les relie. Parce qu'en fait, c'est notre petit mental double qui est toujours en train de dire c'est blanc ou c'est noir, c'est bon, c'est mauvais, ceci, clac, 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 clac. On a une espèce de damier dans la tête, vous comprenez? Nous sommes des ordinateurs binaires. Et ce côté super binaire est dangereux. Parce que tout d'un coup, ce binaire va dire, ah, faut choisir. C'est bien ou c'est mal? C'est bon, c'est pas bon. D'accord? On ne fonctionne pas comme ça? Donc, une part de nous-mêmes fonctionne comme ça. Mais la réalité, c'est le jour ou la nuit? Regardez sur Terre. Maintenant, nous, on va vers la nuit, et nos voisins de l'autre côté de la Terre sont en train de dire, ah, je me lève. Nous, on se couche et ils se lèvent. Alors, si on demande quelle heure est sur la Terre, qu'est-ce qu'on peut répondre? Toutes les heures. On est le jour et la nuit. Wow, le jour et la nuit. C'est pour ça qu'on est en même temps masculin et féminin, sage et ignorant, fou et intelligent, bref, tout ça. Waouh, intéressant. Donc, qui va nous aider à marcher dans ces chemins étranges, n'est-ce pas, qui relient les choses? Eh bien, ça sera pas la logique du concept, vous voyez, qui dit, ah non, les concepts définis. Définir, c'est délimiter. Ça, c'est une tasse, ça, c'est un verre, ça, c'est une fleur, vous comprenez? Une fleur, c'est une fleur n'est pas un vase, un verre. Un verre est un verre. Mais quand on va rentrer dans l'univers des symboles, ça peut se transformer dans ça, l'autre dans l'autre. Enfin, il y a une plasticité des choses. Et surtout, on va travailler avec ce qu'on appelle la règle d'analogie et de correspondance. Les choses se correspondent. Donc, comme disait le célèbre poète, vous avez bien choisi. Il y a effectivement beaucoup de correspondance. Alors, bon, sur le soi qui fait naître l'enfant divin, je passe parce que voilà, il est compliqué. Donc, sur les processus d'individuation, je vous expliquais ça, ces voyages psychologiques. D'abord, on se confronte à l'ombre, ensuite on rencontre les archétypes à l'intérieur, et on finit. Si la chance lui sourit, il finit par trouver les trésors difficiles à atteindre, les corps de diamants, la fleur d'or, les lapis, ou tout autre nom ou forme désignée pour évoquer l'archétype de la totalité de soi. Donc, effectivement, c'est une sorte de voyage du labyrinthe. Vous vous rappelez de Thésée? Ça vous dit quelque chose? C'est un roi de Grèce, mais d'abord, c'était un héros qui va justement s'affronter avec qui? Les Minotaures. Et comment étaient les Minotaures? Le taureau avec des mains, le taureau des cornes, donc avec tête de taureau et corps humain. Alors, oui, c'est le contraire de mon ami les centaures. Les centaures avaient la tête humaine et les corps d'animal. Alors, symboliquement, ça veut dire quoi? On est dominé par son animalité, sa bestialité, etc. Et alors, Thésée doit rentrer dans cet endroit très difficile qu'est le labyrinthe, et grâce au fil d'Ariane, il arrive quand même à rentrer et à sortir. Et quand il rencontre cette part de lui-même qui est son animalité, il doit la vaincre. Et après, il ressort. Et donc, le fil, c'est la conscience, qui permet de faire le double cheminement. Donc voilà, c'est aussi une évocation de ce processus d'individuation. Alors, l'individuation est ce qui donne sens à l'existence.
tendre à devenir un être réellement individuel, et dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable. Il s'agit de la réalisation de son soi. Voilà ce qu'est l'individuation. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ces images sont des images symboliques, à lesquelles l'homme microcosme porte en lui les planètes, les signes du zodiaque, tout l'univers. Et ça, c'est l'âme du monde, le macrocosme. Alors regardez ce qu'il fait cet individu. Il tourne sur lui-même pour faire le tour de la question. Donc l'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut. Ça, c'est très important, parce que sinon vous allez confondre l'individuation avec l'individualisme. Chacun pour soi. Non, non, c'est pas chacun pour soi. Dans ces chemins vers les cœurs de soi-même, on a besoin d'un guide. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui nous aident à progresser. Dans le système éducatif traditionnel, c'est le lien maître-disciple. Le maître aide les disciples à naître de lui-même. C'était Socrate. Il faisait, vous savez, la maïotique. Donc, il amenait les gens à prendre conscience de leur ignorance et après faire les chemins inverses pour arriver à découvrir la sagesse. Donc, de la manière que nous avons des parents sur le plan physique qui nous élèvent, nous font naître, nous éduquent, qui font ce qu'ils peuvent, et on a des parents spirituels qui vont en fait nous aider à naître à nous-mêmes dans la dimension intérieure. Donc, on n'est pas isolé. Et alors, qui parle ce langage de l'âme pour nous permettre justement de rentrer en relation avec cet inconscient? Eh bien, c'est les symboles. Ah, voilà, les symboles. Et Jung dira, on a tellement perdu les contacts avec notre inconscient que l'univers des symboles et l'inconscient pour nous parler, il ne reste qu'un seul endroit. C'est les rêves. Et donc, dans la nuit, où notre petit moi bavard va se coucher, vous comprenez, nous laisse relativement tranquille, quelqu'un d'autre se réveille. Il nous parle, blablabla, et nous raconte des tas de choses. Mais, comme il parle un langage étranger, on se réveille le matin, on dit, mais, qu'est-ce qu'il m'a raconté celui-là? On a un mal fou. Vous comprenez? Mais pourtant, ça sera mon premier exposé dans mon cycle de jeudi, ça sera sur les rêves. Pourtant, il y a une logique, une cohérence, une profondeur, une clarté dans les symboles qui est vraiment incroyable, dans les rêves. Mais il faut apprendre le langage des symboles, qui est un langage aussi sérieux que celui des concepts, mais avec une autre logique. D'accord? Donc, comme on le disait tout à l'heure, les symboles, justement, d'abord, il dit quelque chose de joli sur les symboles, il dit, un symbole n'en sait rien, il n'explique rien, il renvoie au-delà de lui-même, vers un sens encore dans l'au-delà, insaisissable, obscurement pressenti. Par symbole, je n'entends pas une allégorie ou un simple signe, mais une image propre à désigner le mieux possible la nature obscurement soupçonnée de l'esprit. Waouh! La nature obscurement soupçonnée de l'esprit. Donc cette dimension invisible est habitée. Elle veut nous dire quelque chose. Alors quand l'invisible veut parler avec le visible, il élabore justement ce mode de connexion qui, à partir d'images données, nous parle de beaucoup d'autres choses. Un symbole a une richesse de signification incroyable. Les concepts, ils délimitent. Un verre est un verre, une tasse est une tasse. Les symboles multiplient, les multidimensionnels. Prenons le feu. Au niveau symbolique, le feu va être en même temps, vous le trouvez très bien, par exemple, en astrologie aussi, et partout, ailleurs. Il y a en même temps la sagesse, Prométhée qui nous apporte le feu de l'intelligence. Il éclaire dans la nuit. Mais si vous en prenez un peu trop, ça peut vous incendier. Et on finit comme Jeanne d'Arc dans les bûchers. Vous comprenez? Donc, il peut être destructeur, créateur. Un peu d'eau, ça va. Beaucoup, c'est le dégât. Donc, du déluge à la source créative, vous voyez, il y a une gamme incroyable dans chacun des éléments. Et les anciens étaient sensibles à ces reliés, à ces sens subtils des choses. Là, vous avez une très belle image égyptienne, parce que l'Égypte, c'est vraiment le paradis des symboles. Et Fernand Schwartz est le grand spécialiste de la question, mais vous pouvez écouter ses conférences dans nos trucs vidéo YouTube. Alors, regardez, ça c'est un symbole extraordinaire des Égyptiens. D'abord, comme entité, c'est quoi? C'est tout bête, c'est un petit scarabée. Et c'est pas n'importe quel scarabée, c'est le scarabée bousier.
qui prend ses propres excréments, il fait une sorte de boule, il met les œufs, et il marche avec cette boule qu'il traîne. Je sais pas si vous avez vu un escarabée qui traîne une boule, hein, et à un moment donné, il sort ses ailes et s'envole. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient vu les Égyptiens dans cette image tout bête d'un scarabée? Parce que chaque animal pour l'Égypte avait une signification symbolique. C'est ça, faire des analogies. Vous comprenez? Ils vont dire, ah, mais regardez cet être. Il porte cette sphère, cette boule, qui est un peu comme la sphère du soleil. Donc, il porte en lui la force de transformation de la vie. Il veut devenir quelque chose d'autre. Il se traîne sur terre, mais en fait, il a des ailes. Et à un moment donné, il va s'envoler. Il va être l'image terrestre de l'Amon-Ra, qui est une représentation du dieu solaire, le soleil avec ses ailes. Donc, scarabée, que faire, c'est en même temps l'aube, c'est la puissance du devenir de toutes les choses. Donc, quand l'Égyptien voyait cette petite bête, il voyait derrière elle plein de choses extraordinaires. Le devenir, la transformation, la lumière naissante, la force du disciple qui avance, qui progresse et qui se transforme. C'est pas plus joli, un monde plein de symboles, qu'un simple scarabée qu'on va écraser parce qu'il nous embête. C'est très différent comme relation au monde. Très différent. Bon, voilà, je vous fais rêver sur les symboles. Et alors, justement, il fait les liens entre deux rives. Parce que lui, comme il prend des choses concrètes, on peut les comprendre en partie. Un scarabée, je le vois. Mais ce dont il parle transcende sa forme concrète. Vous comprenez, c'est en cela qu'il fait les liens entre deux mondes, visibles et invisibles. Bon, je vous ai parlé quelques éléments symboliques. Là, j'aurais pris, par exemple, ça, c'est le symbole de la fondation de Tenochtitlan, au Mexique. Alors, l'aigle. L'aigle va représenter cette force spirituelle, le plan céleste. Et dans la tradition du Mexique, il y a un rêve qu'ils ont fait. Il faut qu'ils fondent une cité dans un endroit où un aigle se pose sur un opale, sur des cactus, et il prend un serpent entre ses pattes. Les serpents symbolisent le monde terrestre, l'aigle le monde céleste, et l'axe du monde, l'arbre de vie, va permettre de construire une cité comme un carré magique, vous voyez, comme un mandala. Donc on retrouve les centres des choses. Et on fait un axe vertical. Ce qui nous manque aujourd'hui. L'axe vertical, il faut relier les ciels, les étoiles, les archétypes, les principes, la terre, et au milieu, les plans médianes, qui est les plans un peu de l'homme et de la manifestation. Donc voilà, aujourd'hui, où est notre ciel? On dirait tentant d'être transformé en poubelle, dans laquelle on est en train de lancer tous nos satellites et ils se cassent la figure, mais c'est quand même pas génial. C'est pas ça le ciel. Ça, c'est une partie encore de la matière. Alors, passons. Donc, l'arbre. L'arbre, vous avez énormément de significations de l'arbre. Ça, c'est aussi un dessin de Jung. Et il le dessinait bien. Donc, il dit ça. Pour que nos feuilles puissent atteindre le ciel, nos racines doivent descendre jusqu'à l'enfer. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Donc, il faut s'assumer comme une totalité et pas comme une partie. C'est ça qu'il nous explique. Comme arbre, vous avez de tout. L'Yggdrasil, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la tentation, qui en réalité c'était un arbre de la sagesse. C'était en mangeant le fruit de l'arbre de vie, entre guillemets, par Adam et Ève, on va sortir d'un état d'inconscience paradisiaque pour commencer à développer la conscience. Donc ça nous a coûté, mais c'était pas mauvais quand même. En tout cas, c'était nécessaire, paraît-il. Et les mandalas, ça aussi. Il va toujours parler, il est très attiré par les figures du mandala, qui sont des figures orientales, qui représentent toujours l'univers, le temps, l'espace, toujours un cheminement vers les centres. Qui en réalité, les mandalas, c'est comment l'univers va de l'unité vers la multiplicité, ordonnée, à travers des figures géométriques, et après revient de la multiplicité vers l'unité. Qui est aussi notre travail. C'est recentrer, c'est reconstruire à l'intérieur de soi-même les mandalas de l'unification. Et ça aussi, c'est un travail de Jung, parce qu'il a fait un mandala avec la représentation du monde dans les systèmes gnostiques. Il ne savait pas ce qu'était le mandala à l'époque, mais il fait un premier mandala. Ah oui, c'était un garçon très intuitif. D'ailleurs, il écoutait, se souvenait de ses rêves à partir de 5-6 ans, tout au long de sa vie. Et chacun de ses rêves va vraiment l'aider à sa propre progression. Donc, qu'est-ce qui fait le symbole? Le symbole fait 3 choses. Il représente représentation, médiation et unification. Donc, symbolon veut dire ce qui unit, et c'est le contraire de diabolon, ce qui sépare.
les diables, oui, les diables séparent et les symboles unissent. Donc, il incarne les forces de l'éros et du logos. Alors, comme représentation, en fait, il dit, l'âme doit nous dire quelque chose, se représenter. Elle se représente à travers les symboles. D'accord? Donc, en fait, dans ce sens, les rêves ont exprimé cette âme qui a plein de choses à nous dire. Il a fait une étude fantastique sur les éléments symboliques dans les rêves. Donc, bien sûr, par exemple, rêver du déluge ou des flots des eaux qui envahissent est un rappel de l'inconscient qui déferle sur le conscient. Les eaux qui nous envahissent. Il est médiateur. Donc, il représente et il fait la médiation. Bonjour, bonjour. Il a dit ça comme un traducteur, ouais, médiateur. Il dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, voilà. On va finir quand même par s'entendre avec cette médiation. Donc, conscient et inconscient qui sont deux régimes différents, eh bien, il va justement essayer de les rapprocher. Bon, et là, il va citer l'histoire de l'arbre comme autre exemple. Ça, par exemple, c'est un arbre maya. Donc, sur les racines profondes de la terre, les forces toniennes, se dresse un arbre de vie qui est aussi l'axe du monde. Avec les différentes directions, un serpent incroyable qui s'habille autour, qui s'enroule autour, et au sommet, l'oiseau de la sagesse. Donc, il y en a toujours un oiseau sur l'arbre. Bon, je ne vous donne pas un cours de symbolisme aujourd'hui, voilà. Et le troisième point, très important, il représente, il fait la médiation, mais l'objet, c'est arriver à l'unification. Donc, le célèbre et, la logique du et, il faut rassembler tout ça pour que ces éléments opposés puissent recréer une unité significative. Ça aussi, c'est un mandala qui est tiré de l'œuvre de Jung. Il représentait les génies qui l'habitent, les plus sages, les plus un petit peu démoniaques, les forces de lumière, les forces de ténèbres, tout ça doit être réunifié. Et c'est notre travail. C'est pour ça que symboliquement, quand on arrive à contacter le soi, c'est comme si on faisait une origami, un mariage sacré entre notre conscient et notre inconscient, entre nos féminins et notre masculin. Et de ça va naître l'idée de l'enfant divin, qui n'est rien d'autre que le soi. Donc, on va finir en expliquant que on peut appliquer ceci en comprenant que bien sûr, les symboles tissent du lien. Une des choses qui nous manque aujourd'hui énormément, c'est de revenir à la vision symbolique. Ça ne pourrait que nous enrichir, vous comprenez, de manière très forte. Parce que si les symboles veulent relier, on ne pleure pas aujourd'hui énormément de qu'il y a plus de liens, il y a plus de liens. Mais les premiers liens, on doit pouvoir les créer à l'intérieur de soi, étant capable de voir la richesse du monde. Donc, pour les anciens et toutes les grandes civilisations, et pour nous aussi, quelque part, il y a trois liens à renforcer. Le lien avec l'univers, il se vivait par la géographie sacrée, donc comprendre l'espace de manière plus subtile, l'est-ouest, les lieux de la naissance de la lumière, la mort de la lumière, le nord, l'apogée, le sud. Et à travers cette circulation de la vie et l'essence des différents points cardinaux, on va arriver à recréer une unité vivante de la nature, avec la nature. Les liens avec l'humanité. Alors, toutes les traditions anciennes avaient la conception que l'humanité était un seul être. Relation de l'homme cosmique. Vous comprenez? Ça nous manque aujourd'hui. Théoriquement, on se dit l'humanité à droite, à gauche, humanité, mais on a vraiment une conscience de l'humanité. Et pourtant, nos outils nous permettent théoriquement de l'avoir, parce qu'on se voit tout le temps. Avec les infos, on est au courant de toutes les bêtises, de toutes les choses qui se passent instantanément dans le monde. Donc on est hyper entre guillemets, communiqué, et très peu relié. C'est curieux cette affaire. Parce qu'il nous manque de vivre ça dans la dimension symbolique. Rentrer à l'intérieur des choses. Parmi les éléments que nous étudions dans notre école de philosophie, on étudie les symbolismes, on étudie les religions, pour justement rentrer dans le cœur de chaque civilisation. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Quand vous étudiez l'intentionnalité, oui, la dimension profonde de ce que chaque moment de l'humanité a expérimenté, étudié, etc., du coup, vous voyez ça autrement. Donc, on crée des liens. Et les liens avec soi-même, qui sera symbolisé par les périples du héros pour arriver à l'individuation. Alors, trois petites images, et puis voilà. Alors, les liens avec l'univers, la géographie sacrée, je vous donne un exemple. Je pourrais donner des milliers d'exemples. Avec un, on va essayer relativement proche. Cathédrale. Bon.
peu importe votre croyance, on est dans une terre des cathédrales. La France a fait les plus belles cathédrales, qui étaient la cathédrale, c'était les sièges de la Vierge. C'est ça l'essence première. Et alors, donc, avec des moyens techniques, disons, qu'on avait à l'époque, quand même, courageusement, l'essentiel, c'était de traduire à travers ces lieux sacrés l'union de l'homme, en fait, avec la nature, avec les trois plans de réalité. Donc, par exemple, dans la cathédrale, vous trouvez toujours la partie supérieure avec la flèche et les grands tours, c'est le ciel, l'esprit, les voûtes, c'est comme une sorte de bateau qui navigue dans le ciel, la partie voûte. La terre, l'atmosphère, donc c'est les sols, les colonnes, c'est le monde dans lequel on circule. Et en général, il y a une crypte qui relie avec les mondes souterrains. Donc il y a toujours les trois mondes. Et en même temps, la cathédrale est orientée avec les jeux de la lumière dans la journée, pour évoquer justement qu'on rentre dans l'univers. Vers quel côté est orientée la cathédrale, traditionnellement? Quelqu'un doit savoir, faites un petit effort. Ça vous dirait? Non, non, pas forcément. Ça, c'est... Bon, je vous l'ai dit, si vous ne le savez pas, je vous aide. Alors, l'ouest. La façade est toujours à l'ouest parce qu'on va aller de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la sagesse. Donc, bon, là, il y aurait une autre image à montrer, mais si vous voulez, si vous regardez l'abside et les chœurs a toujours trois chapelles au moins, qui vont être en rapport avec l'axe équinoxial, d'ouest vers l'est, et les deux points solsticiaux. Et on représente un homme couché. C'est le Christ, avec les bras ouverts qui sont les deux ailes latérales. Donc, en fait, on a tout un cycle de la lumière qui est activé à travers les rosaces. J'espère qu'on pourra revenir bientôt à Notre-Dame, qui était l'archétype magnifique de ce qu'est la cathédrale. Enfin, mais on en a d'autres qui sont très bien. Et toujours l'idée, c'est que celui qui rentre dans cet endroit rentre dans l'univers tout entier. L'univers est trop grand, d'accord? Mais un espace comme ça qualifié va renforcer cette notion de la géographie sacrée. C'était l'essence de tous les temples dans toutes les civilisations. Mais je parle de la cathédrale parce qu'elle nous est culturellement plus proche. Alors, les liens avec l'humanité, l'homme cosmique, waouh! Bon, là, on a, en Orient, c'est la notion de Purusha, il y a un homme universel, duquel de différents morceaux vont naître toutes les parties de la création et de l'humanité. Et là, on a une autre belle image, avec une forme d'Aion, enfin, je ne veux pas donner le côté culturel, mais vous avez, vous voyez, ces personnages entourés par le cercle du temps, qui l'anime comme un serpent qui passe à travers lui. Il naît d'un œuf cosmique, et autour, il y a le zodiaque. Donc, toute la vie, toute la nature, et c'est cette notion d'universalité. Donc, chacun de nous est comme une petite cellule d'un grand organisme vivant qui est l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'on doit se sentir concerné pour ce qui arrive à nos frères humains. Et la fraternité fait partie des principes de notre charte. C'est pour ça qu'on enseigne la philosophie depuis, je sais pas, les jungles amazoniennes jusqu'aux montagnes les plus lointaines. Partout, il y a des humains. Il y a un besoin d'élévation et un besoin de fraternité. Et les liens avec soi-même. Paf! Waouh! Périple du héros. Et oui! Je vous parle de quelques héros modernes parce que, curieusement, pourquoi a ça tellement de succès? Toutes ces belles histoires. Star Wars, toute cette épopée. D'ailleurs, quand je vais expliquer les héros, parce que ça fait partie d'un de mes ateliers, j'expliquerai comment Campbell s'est inspiré. C'est lui qui a inspiré ceux qui ont fait la série de la Guerre des Étoiles. Donc, il y a vraiment toute une symbolique absolument extraordinaire derrière tout ça. Et pourquoi on continue à aimer les héros? Parce qu'ils rentrent en résonance avec notre besoin d'héroïsation. Mais au lieu de les vivre par procuration, c'est super, il y a l'héros qui a fait le truc pour moi, j'ai rien à faire. Il s'agit de que chacun assume sa propre force de transformation. Et c'est ça l'individuation. Donc, voilà, nous ne sommes pas seuls. Quelle bonne nouvelle que vous venez d'avoir après qu'on a détruit tout l'univers, revu tout ce qui va pas. Vous voyez, quand même, comme c'était avec l'histoire de Prométhée et Pandore. Pandore apparaît comme une figure féminine pour différentes raisons. Les dieux vont envoyer aux humains. Et par mégarde, on ouvre cette célèbre boîte de Pandore.
Et qu'est-ce qui s'échappe de la boîte de Pandore? Tous les maux, les catastrophes, les maladies, la mort, enfin. Mais on la ferme maintenant, il reste au fond une toute petite chose qui s'appelle l'espérance. Donc l'être humain est comme ça. Il est toujours en train d'imaginer que il va jamais arriver, c'est la pire des choses, mais il garde un petit moteur intérieur qui lui fait garder un peu de confiance dans la vie et dans les possibilités de transformation. Alors voilà ce qu'il nous dit Jung sur ça. La philosophie japonaise dit, quand tu es seul et crois que tu peux faire ce que tu veux, n'oublie pas le vieux sage qui habite en ton cœur. Voilà. Ce vieux sage est l'incarnation vivante en nous des images archétypiques. C'est l'homme aussi vieux que le monde, qui pendant 2 millions d'années a vécu la vie humaine avec toutes ses souffrances et ses joies, qui a thésaurisé en soi les images fondamentales de l'existence, et qui au nom de l'expérience éternelle évoque une image qui fait communier avec le fond humain toute situation individuelle en apparence unique. Donc si tout d'un coup on imagine qu'effectivement au fond de nous-mêmes, nous portons ce vieux sage qui a vécu tant de choses, comme il dit, peut-être sur le côté, ça nous donnerait des solutions intéressantes, au lieu de faire confiance à nos machines et nos statistiques. Et je vous présente Philémon. Bonjour Philémon. Ça c'est l'image du soi de Jung. Comment il est représenté. Donc, vous voyez un personnage sur une sorte de tour. Il est un peu comme une sorte de personnage un petit peu byzantin, étrange, comme ça. Et il lui a mis des ailes de martin pêcheur. Parce qu'un jour, il a vu un martin pêcheur dans son lac. Il avait sa tour de Bollingen et ça l'a beaucoup plu. Donc, il a mis ses petites ailes dans ces personnages formidables. Bon. Donc, on finit. L'homme vrai plonge en quelque sorte dans une couche plus profonde de sa psyché. Il est véritablement uni à l'humanité, au-delà des luttes de pouvoir qu'elle mène quotidiennement. De cette profondeur jaillit toute créativité, car on ne peut être créateur que si on est relié à l'homme ordinaire à l'intérieur de soi. C'est pourquoi, à partir de ce niveau, nous pouvons peut-être renouveler notre culture. Donc, en 2 mots, il faut être vivant pour créer une culture vivante. Une culture vivante est une culture qui doit avoir une coupole, vous voyez, comme l'arbre, avec des fleurs, des feuilles qui touchent le ciel, et des racines profondes. Donc il faut de la tradition, il faut élever une culture qui aspire, comme disait Platon, à incarner les beaux, les bons, les vrais et les justes. Ça s'appelle la pyramide de la culture. C'est pour ça que notre mouvement nommé l'Acropole a la forme d'une petite montagne. L'Acropole, c'était la cité haute. Et la cité haute était associée avec aller vers les lieux où habitaient les feux de Dieu, sur les feux de la dimension spirituelle de l'être. Donc, si nous voulons créer ou recréer une civilisation avec des valeurs humaines et spirituelles, il faut nous bouger. Mais il faut nous relier à nos propres racines de vie. Et si nous sommes vivants, nous allons engendrer la vie autour de nous. Si nous sommes des morts vivants, malheureusement, on va aller vers Halloween. Mais je pense qu'il faut dépasser la mort pour aller vers la renaissance. Et pour ça, il faut s'engager. Et pour s'engager, il faut avoir une chose importante au départ, une nécessité. Donc la question que chacun doit se poser, est-ce que j'éprouve la nécessité de devenir meilleur, ou je me contente de ma petite médiocrité, du petit singe qui dit bloup, bloup, bloup. Je me noie dans la masse, entre guillemets, informe, je veux dire, anonyme. Mais, au fond de moi, je suis pas heureux. Donc, le véritable bonheur philosophique, c'est le dépassement de soi pour s'unir à soi-même, aux autres et à l'univers. C'est pas un joli programme. Ça va peut-être prendre plus de temps qu'une seule petite existence, mais on est là pour évoluer. Donc, je ne peux vous souhaiter de vous rapprocher de votre être intérieur. Alors, j'ai fini pour me faire la pub de mon cycle, parce que j'aimerais voir un peu de monde. Donc, je vais faire quelque chose d'un petit peu original. Je suis pas spécialiste de Jung, mais je suis amoureuse de Jung, et ça fait des années que je travaille ce sujet sous plusieurs aspects. Et je me sens très proche. Peut-être parce que j'ai un petit côté suisse, alors c'est peut-être ça. Donc, je suis aussi neutre que Jung. Hein. Et donc, alors, on va faire un parcours un petit peu original, puisque cette fois-ci, sous les chapeaux de Jung, je vais aborder différents auteurs qui ont abordé différents aspects de cette dimension de l'imaginaire et du symbole. Donc, effectivement, on va ouvrir le cycle avec les rêves, symbolique des rêves.
Après, je prendrai le travail d'une de ses disciples qui s'appelait Marie-Louise Fonfrance, pour ceux qui connaissent un peu, qui a énormément travaillé le thème des contes, entre autres choses. Donc là, on parlera sur les grenouilles, les crapauds et ses amis. Elle a fait des choses extraordinaires. Après, on va travailler sur Gilbert Durand, qui inspire aussi de Jung. On va travailler sur l'imagination symbolique avec les 3 régimes de l'imaginaire, diurne, nocturne et synthétique. Et on va faire des tests et des choses intéressantes. Mircea Eliade, ils se sont connus avec Jung parce qu'il s'est retrouvé dans le cercle Eranos, qui a, comment dirais-je, expliqué très bien les fonctions du sacré, les mythes, les rites, les symboles. Campbell pour parler sur les héros 1000 visages. Donc là, on va revenir sur Star Wars et toute cette mythologie actuelle qui ne fait que reprendre les éléments de tous les temps. Après, je parlerai sur Jan Shinoda-Bolen, qui est c'est une psychologue jungienne américaine. En fait, elle est japonaise américaine, qui a fait un travail extraordinaire sur les déesses intérieures, qui a inspiré les livres que j'ai faits sur les archétypes masculins et féminins autour des modèles de déesses et des dieux anciens. Parce qu'en fait, ces figures de divinité étaient des modèles archétypaux. Bon, on verra ça. Après, je cite quelqu'un de mémorable, Monsieur Schwartz, donc le fondateur de l'Acropole France, qui est spécialiste des thèmes de la géographie sacrée, Égypte, il a fait des livres sur l'Égypte, des cathédrales, plein de sujets. Donc on va, comme vous savez même pas que les cathédrales ont la façade vers l'ouest, j'ai un énorme travail devant moi pour rectifier ça. Et on finit avec une figure mythologique extraordinaire qui est celle d'Orphée. Puisqu'ils font passer la vision prométhéenne dans les mauvais sens du terme, l'exploitation de la nature, à nous rentrer dans une vision plus fusionnelle et comprendre que la voie de l'art va être très importante pour renouer avec cet invisible. J'inviterai à évoquer la figure d'Orphée, qui était le grand poète. Il avait les dents, vous savez, avec sa lyre, des jeux de musique qui faisaient que tous les êtres de la nature s'apaisaient, se réunissaient autour de lui. Donc, comme nous devons aller vers un peu plus de concorde, je pense que c'est bien de travailler sur ces sujets pour clôturer.